Bonsoir à toutes et tous, bienvenue pour cette première conférence de notre cycle Questions-Société de l'année qui commence aujourd'hui dans le cadre de la Fête de la Science. Aujourd'hui, nous allons parler philo. Philo avec la recherche des expériences supérieures. Nous privilégions bien souvent l'intensité et l'émotion, des expériences rares et exceptionnelles, au détriment de la routine, de l'ordinaire, du quotidien. Mais est-ce que ce sont vraiment des expériences qui ont plus d'importance, les seules capables d'apporter du sens à notre existence? Pour tenter d'y répondre, nous nous en remettons aujourd'hui à Stéphane Madérieux, ancien élève de l'École normale supérieure de Paris, membre honoraire de l'Institut universitaire de France, et bien sûr professeur de philosophie à l'Université Jean Moulin Lyon 3. Vous êtes notamment spécialiste de la philosophie pragmatiste. Vous interrogez les rapports entre philosophie américaine et philosophie française contemporaine. Et bien sûr, vous avez publié en 2022 aux éditions Seuil, Philosophie des expériences radicales. Voilà, je vous passe le relais. Et puis, bien sûr, il y aura un temps d'échange à la fin de l'intervention, si vous souhaitez participer. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Ça va? Je me lève pour que vous puissiez me voir, parce que, effectivement, la salle est profonde. Je suis ravi d'être parmi vous ce soir. Merci à toutes et à tous d'être venus. Merci à Lionel pour son invitation. Je suis ravi de refaire pour une deuxième fois cette conférence de questions contemporaines. Je me sens donc tout à fait privilégié de revenir devant vous, et cette fois-ci pour effectivement un nouveau livre qui s'intitule « Philosophie des expériences radicales ». Et l'objet de l'intervention aujourd'hui est de vous présenter les grandes lignes de ce livre. C'est pas un livre sur mes expériences. Non pas que j'ai pas eu d'expérience radicale, on verra ce que ça veut dire, mais c'est pas un livre personnel au sens où je ne raconte pas, je ne fais pas un récit comme certaines ou certains le font, des expériences en essayant d'articuler philosophiquement des expériences personnelles qu'on pourrait avoir. Pour autant, il y a une part personnelle à ce livre. Et pour commencer à introduire ce que je veux dire dans ce livre, je vais retracer un petit peu mon parcours intellectuel pour vous montrer que ce livre est l'aboutissement d'un grand cheminement qui a commencé quand j'étais tout petit en philosophie, quand j'étais en terminale en fait en philosophie, quand je découvrais la philosophie. Tout a commencé à Lyon. Tout a commencé à Lyon parce que il y a de cela plus de 50 ans, c'est-à-dire encore plus loin que la naissance de Lyon 3, que nous fêtons cette année, l'anniversaire des 50 ans. Avant la scission même entre Lyon 2 et Lyon 3, au département de philosophie, dans la faculté des lettres, il y avait un philosophe qui s'appelait Gilles Deleuze, qui était encore jeune philosophe à cette époque, mais qui a enseigné pendant 4-5 ans la philosophie, ici à Lyon. Et il a fait des petits, c'est-à-dire que ses étudiants sont devenus, certains d'entre eux en tout cas, sont devenus des professeurs de philosophie dans les lycées de la région. Et moi, je suis né et j'ai grandi à Roanne, pas très loin donc de Lyon. Et j'ai eu pour enseignant en philosophie un professeur qui avait eu Gilles Deleuze comme professeur lui-même. Il avait fait son mémoire de maîtrise à l'époque, c'est-à-dire de master, avec Gilles Deleuze. Il l'avait eu pendant 4 ans comme professeur. Et donc le premier livre que j'ai eu dans les mains, qui m'a donné, c'était Nietzsche et la philosophie de Gilles Deleuze. Donc j'ai commencé la philosophie en tombant dans la marmite deleuzienne quand j'étais tout petit. Et j'ai été justement imprégné de cette philosophie, pas seulement deleuzienne, mais de la philosophie française de ces années-là, Foucault et tous les grands philosophes auxquels on se réfère un peu comme des grandes autorités, mais qui effectivement sont liés par tous ces petits enseignants, par tous ces chaînons jusqu'à nous. Et donc, j'étais dans cette philosophie française, je vivais philosophie française, je ne regardais que les livres de philosophes français dans les librairies. J'avais donc une appréciation très sélective du champ philosophique et du paysage philosophique, comme on l'a forcément, en fonction de sa formation. Et puis, au moment de faire ma thèse de doctorat en philosophie, je suis parti faire une thèse en philosophie américaine. J'ai travaillé sur un philosophe américain aussi parce que c'était un philosophe qui avait été valorisé, même si de manière très discrète, par Gilles Deleuze. Et ce philosophe américain, c'est William James.
Et donc, je suis devenu un spécialiste de philosophie américaine, et notamment donc, de ce courant qu'on considère comme un peu le premier grand courant de philosophie proprement américaine, à savoir le pragmatisme. William James, qui était le frère aîné de Henry James, on les voit tous les deux là sur à la photo. Donc, l'un était psychologue et philosophe, et l'autre était romancier, et toute la famille était en fait une famille d'intellectuels de Boston. Les discussions à table devaient être passionnantes. Par conséquent, je me suis plongé dans cette philosophie américaine, le pragmatisme, et petit à petit, mon horizon mental a changé. En fait, ça a provoqué ce qu'on peut appeler avec les anthropologues le regard éloigné. C'est-à-dire que quand les anthropologues vont étudier ou travailler sur des sociétés éloignées de la nôtre, ils remettent en question petit à petit, évidemment, certaines évidences sociales, certaines croyances sociales qu'ils avaient spontanément en étant socialisés dans cette société donnée. Et par conséquent, ce regard éloigné leur donne la distance critique pour revenir et faire l'anthropologie de leur propre société avec cette distance critique que leur a donné le détour par l'étude d'une autre société. Et par conséquent, mon détour, ou en tout cas, ce n'est pas un détour parce que je ne suis jamais sorti de la philosophie américaine, mais en tout cas, ce passage par la philosophie américaine m'a donné ce regard éloigné, cette distance critique que je n'avais pas encore avec moi-même lorsque j'étais petit en philosophie. Et par conséquent, je suis revenu à la philosophie française et j'ai réinterrogé des philosophes français, dont Deleuze, qui a une place importante dans ce livre sur la philosophie des aspirances radicales. J'ai réinterrogé ces philosophes français d'un point de vue qui était différent, qui n'était pas directement le leur, et ça m'a permis effectivement d'avoir du recul et de voir des choses qu'on n'avait pas forcément vues dans la philosophie française lorsqu'on reste à l'intérieur de ce paysage et qu'on le travaille comme ça en faisant un commentaire interne. Donc, voilà comment j'en suis arrivé à faire ce livre. C'est un retour à la philosophie française d'une certaine manière, parce que la plupart des références dans ce livre sont des philosophes français du XXe siècle. J'en parlerai un petit peu à la fin, je donnerai des noms, mais effectivement, c'est un retour à la philosophie française du point de vue américain. C'est une sorte de perspective pragmatiste américaine sur la philosophie française. Mais c'est aussi un livre sur les expériences. Ce n'est pas un livre à propos de philosophes, même s'il y a beaucoup de commentaires de leur œuvre. C'est un livre sur les expériences et mon idée, c'est que les philosophes dont je me suis occupé, les philosophes français que j'ai privilégiés dans ce travail, ont systématisé, clarifié, précisé une conception des expériences, mais qui est dans notre culture. Ce n'est pas une conception purement philosophique, purement technique, interne à la philosophie. C'est une sorte de tendance, une manière, au moins depuis le romantisme, de penser nos expériences, et notamment nos expériences ordinaires et nos expériences exceptionnelles. Et donc je crois qu'il y a comme une sorte de philosophie diffuse dans la culture qui valorise effectivement les expériences exceptionnelles, les expériences intenses, qui les pense en rupture avec nos expériences ordinaires, qui sont faites d'habitudes, de répétition, de routine, de savoir-faire acquis, d'utilité, de réponse à des besoins pratiques, sociaux. Et on a tendance à penser les expériences exceptionnelles comme étant en état d'exception par rapport à ces routines ordinaires, par rapport à ces expériences quotidiennes. Et un des grands modèles, ou une des grandes illustrations de cette différenciation entre nos expériences ordinaires et nos expériences exceptionnelles dans la culture, en tout cas, avant même son élaboration philosophique sophistiquée, c'est l'amour. Puisque, en tout cas, dans nos représentations un peu diffuses, on a tendance à opposer l'amour-passion à l'amour quotidien, à l'amour comme vie commune. L'amour-passion, le modèle un peu dans la culture occidentale, c'est Roméo et Juliette. Et Roméo et Juliette, leur histoire d'amour, en tant qu'il incarne une certaine vérité de l'amour, c'est un amour-passion qui est pris dans une sorte de loi d'intensification croissante, d'exaltation croissante, qui doit surmonter tout un tas d'obstacles qui se renforcent au fur et à mesure, et qui est pris comme ça dans ce processus d'exaltation
jusqu'à arriver à un point d'intensité maximale, qui est la mort des amants, qui est la mort de Roméo et Juliette. Et la mort des amants, figure tragique de l'amour-passion, mais figure qu'on n'arrive pas à dissocier de cette idée d'amour-passion, qui, puisqu'elle est passionnée, doit aller jusqu'au bout de sa passion. Et au bout de la passion, il ne peut y avoir que la mort. C'est en tout cas comme ça que la représentation de l'amour-passion conceptualise cet amour-là. La mort, parce que c'est à la fois le point de consommation de l'amour et en même temps l'idée qu'il n'y a pas de vie commune possible. Que cet amour-passion-là ne peut pas finir en vie commune. On n'imagine pas Roméo et Juliette se demander s'ils vont mettre un compost sur leur balcon, par exemple. Voyez, ça nous paraît complètement inimaginable. On ne comprend pas, on n'imagine pas la vie commune de Roméo et Juliette. Il faut que ça s'arrête au moment le plus exalté de cet amour, qui est évidemment leur mort tragique. Par contraste, effectivement, on a tendance à penser nos amours ordinaires, nos amours quotidiens, comme des projets communs, comme des vies communes faites de tâches communes, de projets communs, faites évidemment non pas pour aller jusqu'au bout d'une passion dévorante qui entraînerait la destruction même du couple, mais au contraire un projet de conservation du couple, de préservation du couple, d'approfondissement des liens du couple, et donc pas du tout un processus comme ça d'autodestruction passionnée. Et donc on a tendance, vous voyez, un peu spontanément, à penser l'amour selon ces deux pôles, le pôle de la passion et le pôle de la vie commune, de la vie en commun, du projet de couple. Cette tendance qu'il y a dans la culture, alors moi, je n'ai pas fait une étude de ces représentations, de ces expériences dans la culture. Ma méthode pour étudier ces expériences exceptionnelles ou radicales, ça a été de m'intéresser à certains philosophes, parce que j'ai considéré que ces philosophes avaient effectivement systématisé une telle conception un peu floue, une telle représentation un peu vague et diffuse dans notre culture. C'est-à-dire qu'ils nous ont donné des moyens de conceptualiser véritablement cette différence entre régime d'expérience ordinaire et régime d'expérience exceptionnelle. Ils sont allés aussi loin qu'ils pouvaient dans la différenciation entre les deux types d'expériences. Ils ont également systématisé la compréhension de ces expériences, c'est-à-dire qu'ils ont observé tous les aspects de ces expériences, tous les aspects d'une expérience, en montrant que lorsqu'une expérience était radicale, elle était radicale dans tous les aspects. Elle est radicale pour les sujets qui vivent l'expérience, elle est radicale pour les objets ou les réalités qui font l'objet de l'expérience. Il y a aussi d'autres dimensions, évidemment, de nos expériences. Il y a les dimensions spatiales de nos expériences, il y a les dimensions temporelles de développement de l'expérience, il y a la dimension corporelle de nos expériences, il y a la dimension linguistique, langagère, de la manière dont on parle de nos expériences, il y a les dimensions cognitives, ce que nous apprennent ces expériences, mais aussi les dimensions émotives de nos expériences. Il y a des dimensions individuelles, propres, mais il y a aussi des dimensions sociales et collectives. Et donc ces philosophes ont travaillé de manière systématique sur tous ces aspects de l'expérience, alors que dans nos représentations diffuses de la culture, on n'a pas une telle systématicité. Donc j'ai trouvé que ces philosophes-là avaient poussé, cette conception de nos expériences jusqu'au bout et permettaient du coup de clarifier ce qui pouvait être encore flou ou pas assez distinct dans nos représentations culturelles. D'où ma méthode d'aller voir effectivement des philosophes qui avaient travaillé spécifiquement sur ces expériences exceptionnelles. Alors, ces philosophes, donc j'appelle philosophie des expériences radicales, toute philosophie, qu'elle soit à l'état diffus dans la culture ou à l'état systématisé chez certains philosophes, toute conception de nos expériences qui repose sur deux thèses. La première thèse, c'est la thèse de la différence radicale. Une expérience radicale, c'est une expérience exceptionnelle qui est pensée comme différente de manière radicale de nos expériences ordinaires. Donc on part en fait
du couple entre expérience ordinaire et expérience exceptionnelle. Ça, c'est un couple de base et que je ne remets pas en question. Je n'interroge pas au sens où je considère que c'est une distinction relativement non controversée, que nous faisons tous des différences dans nos expériences entre des expériences ordinaires et des expériences exceptionnelles. Des expériences routinières et des occasions rares qui tranchent avec le quotidien. Ça peut être un repas gastronomique par rapport à notre repas quotidien qu'on mange rapidement sans même s'en apercevoir à midi. Ça peut être un paysage sublime par contraste avec le coin de la rue habituel. On ne regarde même plus effectivement de quoi est fait ce paysage urbain. On est tellement habitué qu'on ne s'en rend plus compte. Donc on fait tous des expériences ordinaires, on fait tous des expériences exceptionnelles et on a tous cet outil conceptuel de distinction entre l'ordinaire et l'exceptionnel. Maintenant, la philosophie de l'expérience radicale est plus précise parce qu'elle dit qu'il n'y a pas simplement une différence de degré entre nos expériences ordinaires et nos expériences exceptionnelles, il y aurait une différence de nature, une différence radicale entre les deux. C'est-à-dire qu'elles obéiraient à deux régimes hétérogènes. Expérience ordinaire et expérience exceptionnelle obéiraient à des principes de description, des principes d'explication et des principes d'évaluation qui seraient totalement différents. Et on ne pourrait pas du tout utiliser nos registres de description de nos expériences ordinaires pour décrire nos expériences exceptionnelles. Vous voyez ? On ne pourrait pas expliquer nos expériences exceptionnelles de la même manière qu'on expliquerait nos expériences ordinaires. Et donc, il y aurait là comme un gouffre, une dichotomie, à tel point que lorsqu'on lit les philosophes de l'expérience radicale, on a l'impression effectivement que nous vivons un peu sur deux jambes asymétriques, que nos vies marchent sur deux jambes asymétriques, sur deux régimes complètement différents, et qu'on bascule comme ça, à la faveur de certains moments privilégiés, d'un régime d'expérience ordinaire, qui est celui qui est majoritaire et dominant dans notre vie, à certaines pointes d'expérience exceptionnelle, et qui seraient effectivement comme des événements uniques, rares, et qui trancheraient radicalement avec nos expériences ordinaires. D'accord ? Donc c'est la première thèse. Il y a expérience radicale lorsque vous pensez vos expériences exceptionnelles comme radicalement différentes dans leur principe de description, d'explication, etc., des expériences ordinaires. Okay ? C'est la première thèse. Deuxième thèse, c'est celle de la supériorité radicale, de la supériorité absolue des expériences ordinaires exceptionnelles sur des expériences ordinaires. Il y a une hiérarchie entre les deux. Les deux registres d'expérience ne sont pas équilibrés ou neutres. Dans les philosophies de l'expérience radicale, il n'y a pas simplement une étude neutre des expériences exceptionnelles, il y a un engagement en faveur des expériences exceptionnelles dont on pense qu'elles sont radicalement supérieures. De quel point de vue ? De trois points de vue. Elles sont supérieures d'un point de vue ontologique, c'est-à-dire du point de vue de leur réalité même. À savoir qu'un philosophe des expériences radicales attribue plus de réalité aux expériences exceptionnelles qu'aux expériences ordinaires. Elles ont plus de teneur ontologique, elles sont plus des expériences que les autres. Les autres sont des expériences amoindries, des moindres expériences, voyez. Les premières sont des expériences plus authentiquement des expériences que les expériences ordinaires. D'accord ? Donc, première valorisation d'un point de vue ontologique. Il y a une valorisation aussi du point de vue de la connaissance, qu'on appelle la valorisation épistémique. On considère que dans le programme des philosophies de l'expérience radicale, les expériences exceptionnelles nous font connaître des choses qui nous sont inaccessibles lors de nos expériences ordinaires, qui nous sont même cachées, voilées dans le régime de nos expériences ordinaires. Et c'est à la faveur de nos expériences exceptionnelles que se découvre un sens, une réalité qui nous était volée jusqu'à présent. Et donc, les expériences exceptionnelles sont épistémiques au sens où elles nous découvrent des vérités supérieures que celles que nous apprenons grâce à nos expériences ordinaires. Par exemple,
le vrai sens de la vie se trouverait ici, dans telle ou telle expérience exceptionnelle. C'est là qu'on découvrirait enfin le sens de la vie ou la valeur profonde de la vie. Ou alors qui je suis vraiment. La découverte de soi passerait par certaines expériences privilégiées, alors que, effectivement, dans nos expériences ordinaires, la plupart du temps, on répondrait aux injonctions sociales, aux injonctions des autres, et par conséquent, on ne serait pas tout à fait soi. Et on découvrirait véritablement qui nous sommes, on serait dans la vérité de soi-même dans ces moments rares et privilégiés. Troisième supériorité, troisième aspect de cette supériorité, elle est morale, à savoir que les expériences exceptionnelles sont désirables en elles-mêmes. Elles révèlent un mode d'existence supérieur. Un mode d'existence qui est plus désirable que celui dans lequel nous confinent des expériences ordinaires. Et d'une certaine manière, pour ces philosophes de l'expérience radicale, les expériences ordinaires nous maintiennent dans un régime d'infériorité, dans un régime d'aliénation. Vous voyez ce qu'on résume parfois avec métro, boulot, dodo, une sorte où on est inférieur à soi-même, à ce qu'on pourrait être, où effectivement on n'est pas dans un régime authentique d'existence. Voyez. Et donc même d'un point de vue moral, il faudrait tenter, pour ces philosophes-là, il faudrait percer la croûte de nos expériences ordinaires pour atteindre ces pointes d'expérience, car ça nous ferait accéder à un mode supérieur de vie, à un mode supérieur d'existence. Okay. Donc, voilà la deuxième thèse de la supériorité, sous ces 3 points de vue ontologiques, épistémiques et morales. Et lorsque vous réunissez les 2 thèses ensemble, donc lorsque vous concevez les expériences exceptionnelles comme étant à la fois radicalement différentes et radicalement supérieures aux expériences ordinaires, vous en faites des expériences radicales. Okay. Et donc j'insiste beaucoup là-dessus, à savoir qu'il n'y a pas d'expérience radicale en soi. Parce que ce que j'appelle l'expérience radicale, c'est une certaine manière de concevoir et d'évaluer nos expériences exceptionnelles par rapport à nos expériences ordinaires. C'est lorsque vous les concevez comme radicalement différentes et radicalement supérieures que vous comprenez, et peut-être même vous vivez, vos expériences exceptionnelles comme des expériences radicales. Okay. Et donc, expérience radicale, ce n'est pas un trait descriptif de nos expériences qu'on pourrait observer lorsqu'on regarde nos expériences exceptionnelles. Ce n'est pas écrit dessus radical, voyez. Et donc, c'est pour ça que mon étude n'est pas une étude de psychologie ou de sociologie qui étudierait effectivement certaines expériences extrêmes, par exemple. Vous voyez, on peut très bien faire... ça a été fait, hein, et c'est une longue, un vieux programme de recherche qui date au moins du début du XXe siècle. On peut faire une psychologie de l'expérience mystique, par exemple, de l'expérience religieuse mystique comme expérience extrême, mais comme expérience religieuse extrême. J'ai parlé de William James tout à l'heure, il a fait une étude sur le mysticisme et comme expérience religieuse extrême. On peut faire ça. On peut également faire une sociologie des sports de l'extrême. Hein, sur la couverture de mon livre, il y a effectivement l'ascension du Mont Cervin et effectivement, on pourrait essayer de rapporter le sport extrême ou certaines pratiques sportives à des facteurs sociaux qui permettraient d'expliquer pourquoi s'est développé, dans quelles conditions, des sports de l'extrême. Okay. Je ne fais pas du tout ça, parce que moi, je n'essaye pas de dire qu'il y a comme ça des expériences radicales qu'on pourrait observer d'un point de vue psychologique et sociologique. Je fais un pas en arrière et mon étude est philosophique, c'est-à-dire qu'elle est à la fois conceptuelle et normative. À savoir, j'essaye d'interroger la manière dont on conçoit et dont on évalue nos expériences. Et donc j'appelle expérience radicale une certaine manière de concevoir certaines de nos expériences, celles qui sont exceptionnelles, quand effectivement on les pense de manière radicalement différente et radicalement supérieure. Normatif, c'est du point de vue des valeurs. Donc lorsque vous dites qu'une expérience est supérieure à une autre, vous êtes dans un point de vue normatif. Et donc j'interroge cette manière de concevoir et cette manière d'évaluer. Et mon point de vue est en fait critique. C'est-à-dire qu'à la fin du livre, alors je développe, parce que je pense que c'est une philosophie qui est prégnante, pas seulement dans la culture, mais dans la philosophie, et notamment dans la philosophie française. Je montre la prégnance, la présence de cette philosophie des expériences radicales pour penser nos expériences. Mais
il m'apporte beaucoup de montrer que c'est une manière de concevoir et de valoriser nos expériences, qu'aucune expérience n'est radicale en elle-même, précisément parce que ça laisse la possibilité d'avoir une conception alternative de nos expériences exceptionnelles par rapport à nos expériences ordinaires. Il y a d'autres manières de les concevoir. Ouais. On peut les concevoir autrement que sur le mode d'une dichotomie tranchée entre l'exceptionnel et l'ordinaire et d'une supériorité systématique de l'exceptionnel sur l'ordinaire. Et donc, c'est ça que j'essaye de montrer en tant que philosophe, c'est de faire vaciller, troubler un peu les manières un peu dominantes de penser nos expériences exceptionnelles par rapport à nos expériences ordinaires qui sont assez enracinées en philosophie de notre culture, en montrant que, voilà, il y a d'autres manières de les concevoir. Okay, mais la majeure partie du livre est donc dans la restitution de cette philosophie-là pour montrer comment la machine fonctionne. Alors, un des résultats du livre, c'est de montrer que ces expériences radicales ont elles-mêmes été pensées de deux manières différentes. Il y a deux grandes voies dans la philosophie des expériences radicales. La première, c'est la voie des expériences pures, c'est-à-dire c'est la voie qui considère que les expériences radicales sont des expériences pures et qu'il faut penser les expériences radicales comme des expériences pures. Qu'est-ce que c'est qu'une expérience pure et comment on l'obtient d'après ces philosophes? Eh bien, on l'obtient par un mouvement de régression à partir de nos expériences ordinaires. De régression vers un état plus pur de l'expérience. Qu'est-ce que ça veut dire un état plus pur de l'expérience? C'est-à-dire un état plus immédiat. Et il faut prendre immédiat en un sens fort du terme, à savoir ce qui ne comporte pas de médiation. Donc, d'intermédiaire ou de moyen par rapport à l'objet de l'expérience. Nos expériences ordinaires, de ce point de vue-là, sont pensées comme des expériences médiatisées, c'est-à-dire qu'elles sont organisées par tout un ensemble de moyens qui nous permettent d'interagir avec notre environnement. Ces moyens sont de tous ordres. Ils peuvent être des moyens techniques, ils peuvent être des moyens socio-historiques, des institutions, ils peuvent être des moyens conceptuels, ça peut être des moyens linguistiques, mais tous ces moyens sont comme des formes d'organisation de nos expériences. Quand vous apprenez à un nouveau-né quelques mots, quelques concepts, vous lui donnez des outils pour pouvoir s'orienter dans son expérience. C'est des instruments qui vont lui permettre de comprendre son expérience, comprendre ce qui lui arrive et d'anticiper le cours des expériences futures. Et par conséquent, nos expériences ordinaires, elles sont socialisées, elles sont conceptualisées, elles sont linguistifiées, elles sont institutionnalisées, elles dépendent de certaines cultures et toutes ces médiations sont des moyens de vivre et de vivre ensemble. Mais pour les philosophes de l'expérience radicale, ce sont peut-être des moyens utiles, ce sont peut-être des médiations utiles, mais elles nous masquent en même temps, elles nous occultent en même temps la réalité pure ou la pureté des choses de la réalité ou de soi-même. C'est des moyens qui s'interposent entre nous et ce dont on fait l'expérience, et du coup ces moyens nous aident certes à nous organiser, mais en même temps ils forment comme des voiles ou des écrans qui nous empêchent d'être en contact direct avec les choses. Et par conséquent, ces philosophes de l'expérience radicale pensent qu'il faut revenir des expériences ordinaires vers des expériences qui suspendent tous ces moyens humains par lesquels on organise notre expérience, mais par lesquels en même temps on se voile quelque chose de la vérité des choses. Premier exemple, notamment diffus dans la culture, certains mouvements écologiques qui pensent certaines expériences comme un contact à nouveau, une reconnexion avec la nature. Reconnexion avec la nature qui nécessite de suspendre tous les intermédiaires techniques, fabriqués, les machines humaines que nous avons interposées entre nous et la nature. Vous voyez, c'est comme si, effectivement, l'être humain avait interposé tout un milieu compliqué, technique, social, culturel, et qui, certes, lui avait permis de survivre dans la nature, mais en même temps, l'empêchait d'avoir une sorte de connexion directe avec la nature.
Et par conséquent, le moyen de retrouver une sorte de contact immédiat avec la nature, c'est d'aller vivre dans les bois, comme dit, ou comme a fait par exemple Thoreau, l'auteur de Walden ou La vie dans les bois, cet auteur américain fin du 19e, qui va vivre dans les bois, qui rend compte de son expérience et qui va vivre dans les bois précisément parce qu'il ne veut pas passer à côté des faits essentiels de la vie, comme il dit. Et il pense qu'il y a quelque chose d'essentiel qu'il rate dans sa vie, précisément parce qu'il est tributaire de la technique, des institutions sociales, des conventions, et qu'il faut faire sauter ces conventions, qui ne sont certes peut-être utiles, mais qui nous masquent, et qui nous voilent quelque chose, qui nous font perdre un contact immédiat avec la nature. Et donc, il y a cette idée qu'il faut faire un retour, voyez, un retour à un état plus immédiat, plus pur de l'expérience. Et c'est grâce à ce retour qu'on va enfin trouver une certaine vérité qui nous est voilée. Et donc, il ne s'agit pas simplement de faire moins dans ces expériences pures, c'est-à-dire d'avoir moins de choses, d'avoir moins d'objets, par exemple. Ce n'est pas juste une différence de degré. Quand vous lisez ces philosophes, en fait, cette opération de simplification, comme le dit encore Thoreau, simplicité, 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 dit-il, cette simplification de la vie est une opération de conversion de la vie, où on refuse d'aller toujours dans le même sens et on bifurque complètement pour aller dans un autre sens, et c'est dans cet autre sens que se trouve la vérité du rapport que l'être humain devrait avoir avec la nature. Donc on a bien l'idée d'une différence de nature et pas simplement de degré, et d'une supériorité de cet contact pur, de cette expérience immédiate sur notre expérience ordinaire médiatisée avec l'environnement. Deuxième exemple que je tire d'un des philosophes français auquel je donne une place de choix dans ce livre, c'est Bergson, donc philosophe français, début du XXe siècle, sur la perception. Bergson dit que lorsque, dans mon expérience ordinaire, je perçois mon environnement, je pose des étiquettes sur les choses. C'est ça, c'est des concepts et des mots. Et ça m'aide, c'est très utile parce que ça m'aide à réagir de manière adaptée, ajustée à mon environnement. Par exemple, si je me promène dans un parc, là, à Lyon, je vois une étendue, là, sur ma gauche, hop, c'est du vert. Hop, je sais que si c'est du vert, c'est de la pelouse. Je reconnais, grâce à mon étiquette verte, que c'est de la pelouse. Et si c'est de la pelouse, je sais comment me comporter dans un parc vis-à-vis de la pelouse. Je ne vais pas marcher dessus. D'accord ? Donc, il dit, on pose des étiquettes comme ça, je vois du vert. Et voir du vert me donne tout de suite la réaction appropriée. Donc, c'est un outil important. Mais en même temps, il dit, c'est un écran. C'est une étiquette que je pose sur les choses qui certes, est utile, mais à ce moment-là, je vois les choses pour le profit que je peux en tirer, pour mon action, et non pas pour elle-même. Et donc, il imagine qu'il y a un autre régime de perception, où l'on percevrait les choses, non pas pour ce qu'elles peuvent vous faire, ou ce que vous pouvez faire sur les choses, comment vous pouvez réagir, mais où vous percevrez les choses pour elles-mêmes, en elles-mêmes. Et il appelle ça la perception pure, la perception immédiate. Et il demande à ce qu'on revienne aux perceptions immédiates, aux données immédiates de la perception, en purifiant notre perception de tous ces instruments conceptuels linguistiques que nous avons élaborés, simplement pour pouvoir nous orienter dans notre environnement. Et il prend l'exemple de l'art, et il dit, vous voyez, quand un peintre pose son chevalet dans le parc ou dans le champ, si c'est Monet, il ne voit pas du vert. Il ne pose pas l'étiquette verte comme ça, comme un cliché sur la pelouse. Ce qu'il voit, c'est plein de couleurs différentes et qui varient d'un instant à l'autre. Il y a une variation continue de couleurs et elle va saisir comme dans une fixation, vous voyez, comme dans un cliché, il va saisir un instant, une variation unique, singulière, de lumière, de nuances. Il va avoir du violet, il va avoir du rose, il va avoir du bleu. Là où vous dites, la pelouse, oui, c'est vert. Allez. Et donc, il essaie de restituer cette perception immédiate, il essaie de retrouver cette innocence de l'œil que nous aurions perdue, nous, précisément, parce que notre perception est toujours informée
par nos actions à faire. Oui. Deuxième exemple, mais qui fonctionne de la même manière, où on voit très très bien comment c'est le retour à une expérience plus pure qui joue le rôle d'expérience radicale. Ça, c'est la première voie, la voie de l'expérience pure. Il y a une deuxième voie. Calme. La deuxième voie, merci, la deuxième voie, c'est la voie des expériences limites. Dans l'expérience pure, j'ai dit qu'il y avait l'idée d'une régression depuis l'expérience ordinaire vers un état plus pur de l'expérience, une sorte de retour en deçà. L'expérience limite, elle, est conçue comme une expérience de transgression, non pas de régression, mais de transgression, d'excès, de débordement, qui doit dépasser toutes les limites de nos expériences ordinaires, toutes les conventions, toutes les valeurs, toutes les limitations de nos expériences ordinaires pour aller jusqu'au bout de ce qu'elle peut, jusqu'au bout du possible de l'être humain, dit un des penseurs que j'étudie, qui est Georges Bataille dans ce livre. Et donc, vous voyez, il y a l'idée que, en réalité, nos expériences pourraient aller jusqu'au bout du possible, jusqu'à l'invivable, jusqu'à la limite de ce qui est expériençable, mais qu'en réalité, dans nos expériences ordinaires, nous nous limitons, nous nous réfrénons, et nous mettons des barrages, des interdits, des tabous qui nous protègent, nous préservent de la violence de ces expériences, mais qui, en même temps, nous empêchent de vivre ces expériences jusqu'au bout de leurs possibilités. Quand j'ai présenté l'amour-passion de Roméo et Juliette, il y avait déjà de ça. Vous voyez, il y avait l'idée qu'effectivement, il y avait une passion qui entraînait les amants et qui ne pouvait les entraîner que jusqu'au bout de la possibilité de leur amour, qui était la mort. Et Bataille dira l'érotisme, ou l'amour en général, c'est l'approbation de la vie jusque dans la mort. Et ce qui s'applique effectivement à notre cas. Et au contraire, l'amour ordinaire, on met certaines limites, justement parce que on fait des actions communes, on a des projets communs. Un peu comme tout à l'heure, par rapport à l'expérience pure, je disais que nos formes d'organisation, nos concepts nous permettent d'agir, mais aussi d'agir en commun. Là, nos limitations nous permettent d'agir et d'interagir et de coexister. Là, au contraire, l'expérience limite, elle est obtenue par ce dépassement de toutes les limites. Alors, un des exemples, évidemment, diffus dans la culture, c'est la fête. Et Bataille parle beaucoup de la fête, parce qu'il y a dans la fête un mouvement qui emporterait celles et ceux qui vivent la fête au-delà des limitations ordinaires. Pour un philosophe de l'expérience radicale, encore une fois, c'est pas juste de faire plus. C'est-à-dire que, de même que tout à l'heure, pour l'expérience pure, il ne s'agissait pas juste de faire moins, avec moins de choses, moins d'outils, moins de vêtements, moins de repas. Voyez, là, il ne s'agit pas juste de faire plus. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de boire 2 verres, 3 verres, 4 verres, 5 verres, etc., etc. Parce que la manière même dont l'expérience est vécue fait basculer cette expérience vers autre chose qu'une simple expérience différente en degrés de l'expérience ordinaire. On passe justement du côté d'une expérience limite qui, à proprement parler, est une expérience où l'intensité de l'expérience équivaut à sa vérité. Et que jusqu'alors, dans la vie ordinaire, on n'était pas dans cette vérité-là. Parce qu'on avait des expériences amoindries, affaiblies, des expériences faibles, modérées. Et que la vérité de l'expérience, la réalité vraiment de l'expérience, elle se joue dans l'intensité et dans l'intensification extrême. Donc l'intensité est le marqueur de la réalité, de la vérité, de l'authenticité de l'expérience, de même que tout à l'heure, pour l'expérience pure, c'était l'immédiateté qui était le marqueur de la vérité, de la réalité, de l'authenticité de l'expérience radicale. Et donc, je parlais aussi tout à l'heure de... donc, vous voyez, tous les films sur les fêtes, il y a plein de party movie maintenant, vous voyez, et en fait, ils illustrent assez bien une des thèses de Bataille, qui est que effectivement une fête
lorsqu'elle fait sauter tous les verrous, et il s'appuie sur des exemples d'anthropologie et d'ethnologie, lorsqu'elle fait sauter toutes les limitations, va jusqu'à la perte et la destruction de tout, y compris de ceux qui font la fête. Un peu comme la menstruation tout à l'heure. Et donc, une expérience de fête qui va jusqu'au bout de ce qu'elle peut, engloutit la fête elle-même. Parce qu'elle va jusqu'à la limite et donc la maison s'écroule, tout explose, etc., etc. Alors, c'est quand même des happy endings dans ces films, donc ils s'arrêtent avant, mais un vrai bataillon irait jusqu'à la mort des fêtards, évidemment, un peu comme la grande bouffe. Hein ? Tout à fait. Où, effectivement, dès le début, l'expérience de la nourriture, la grande bouffe, c'est pas juste une bouffe en plus grand. Dès le début, la mort est là comme une sorte de point d'attraction qui fait que cette expérience, pour lui, il y a un tout autre régime qu'un gros festin. C'est autre chose, en fait. C'est pas juste manger plus, c'est manger autrement. Et Bataille aura aussi des études donc, sur l'érotisme, sur le sadisme, par exemple. Il travaille beaucoup sur Sade. Et finalement, ce qu'il dit, c'est que le sadisme est la vérité de l'érotisme. Voyez, qui va jusqu'à la torture, la mort. C'est ça la thèse de l'expérience limite. Du point de vue, en tout cas, de Bataille. Donc, vous voyez qu'on a deux chemins, celui de l'expérience pure, de la régression, celui de l'expérience limite, de la transgression, mais dans les deux cas, c'est un même schéma. Dans les deux cas, on a une opposition radicale entre le régime ordinaire et le régime exceptionnel, avec une supériorité absolue accordée à l'expérience exceptionnelle. Alors, je ne vous ai pas beaucoup parlé des philosophes, parce que justement, je voulais faire une intervention sur assez grand public et pas rentrer dans le commentaire détaillé et technique de ces philosophes, ce que je fais aussi dans le livre. Mais je voudrais quand même faire un petit point sur mon point de vue critique. Juste aborder, parce que je ne le développe pas non plus, j'espère un jour écrire un deuxième livre qui sera intégralement critique. Je l'annonce dans le dernier chapitre, mais je voudrais quand même vous donner mon propre point de vue et vous donner un argument critique sur cette manière de concevoir les expériences exceptionnelles par rapport aux expériences ordinaires. Je trouve que cette philosophie des expériences radicales est une manière de sacraliser certaines expériences, de rendre certaines expériences sacrées. Et je n'utilise pas ce terme de manière nonchalante, puisque Bataille lui-même voulait, dit-il, retrouver la présence du sacré dans nos sociétés sécularisées. Et trouver la présence de ce sacré dans ces expériences limites elles-mêmes. C'était des expériences qui étaient sacrées, vous voyez, par rapport au régime des expériences ordinaires qu'il analysait sous la catégorie de profane. D'accord ? Donc il utilisait la dichotomie religieuse, d'origine religieuse, entre le sacré et le profane, pour l'appliquer à nos expériences non religieuses. Hein. Il était farouchement athée, Bataille, mais il pensait qu'effectivement, c'était une manière de retrouver comme ça des pointes de sacré, de sacralisation dans nos expériences elles-mêmes. Or, pour moi, si on fait un peu une sorte de généalogie de cette pensée métaphysique des expériences, c'est une manière de retrouver effectivement un schème métaphysique très traditionnel de pensée. Dans la métaphysique très traditionnelle, depuis les Grecs, c'est qu'on oppose la véritable réalité à l'expérience. L'expérience est changeante, elle est mouvante, elle est toujours relative à celle ou à celui qui l'a fait. On ne peut avoir, disent les philosophes grecs, que des opinions variables à ce sujet. Il n'y a pas de certitude sur ces expériences. Et elles ne nous donnent que des biens qui sont changeants et qui sont fugaces, qui vont être perdus aussitôt qu'ils sont obtenus. La gloire, l'honneur, l'argent, etc., etc. Ce ne sont pas de véritables biens. Et donc une grande partie de la philosophie consiste à trouver des biens véritables, trouver une connaissance certaine, qui ne soit pas des opinions, et à identifier ce qui est réellement réel au-delà des apparences variables de nos expériences. D'où effectivement l'idée de deux mondes, le monde de l'expérience sensible et le monde des réalités intelligibles, qui lui ne varie pas, où il n'y a pas de manque, et
qui est l'objet d'une connaissance certaine, l'objet de la science, comme les mathématiques, science certaine, et où se trouve le bien souverain, c'est-à-dire les principes non relativistes qui doivent guider notre action, indépendamment de notre culture, de notre genre, de notre éducation, etc. etc. Bien. Donc ça, c'est l'ancien dualisme qui distingue toute l'expérience d'un côté, qui est dévalorisée, et la réalité suprasensible de l'autre. Entre les deux, un dualisme, une dichotomie, c'est deux régimes complètement différents, et évidemment une infériorité radicale du monde de l'expérience, à la fois du point de vue ontologique, c'est pas la vraie réalité, c'est l'apparence, du point de vue épistémique, c'est que le règne des opinions relatives et variables, c'est pas le règne de la science, et moral, puisque finalement c'est les faux biens, les pseudo-biens, contrairement aux biens certains, aux souverains biens, aux biens véritablement moral. Donc, on avait dans la pensée métaphysique ordinaire ce schème-là à la fois dualiste et hiérarchisé. Nos philosophes de l'expérience radicale ne sont pas du tout platoniciens. Au contraire, la plupart d'entre eux se sont réclamés du nietzschéisme, de la critique des arrière-mondes, comme le disait Nietzsche, de l'immanence, de l'affirmation de l'immanence. Et ils ont dit, comme le disait Deleuze, qu'il n'existe que le plan d'immanence des expériences. Nous vivons tous dans l'immanence, il n'y a pas de transcendance. Ce qu'il faut critiquer en philosophie, disent-ils, c'est la transcendance. Et pour autant, leur opération, à mon sens, a été d'intérioriser, de déplacer et d'intérioriser l'ancien schéma métaphysique à l'intérieur de nos expériences. C'est-à-dire que certes, toutes nos expériences sont sur le même plan et il n'y a pas de choses au-delà de l'expérience. Il n'y a pas de transcendance. Rien ne transcende nos expériences. Mais à l'intérieur de nos expériences, il faut faire une différence radicale entre deux types d'expériences, les expériences ordinaires et les expériences radicales. Et donc, à la faveur de cette différenciation entre expérience ordinaire et expérience radicale, il retrouve cette manière métaphysique de poser un dualisme et une hiérarchie entre deux régimes de réalité, deux régimes de vérité et deux régimes moraux, même si c'est à l'intérieur même de l'expérience qu'ils se placent. Vous voyez, ils ont donc intériorisé le dualisme et donc ils ont transporté toutes les difficultés qu'on avait déjà dans la métaphysique classique à propos des dualismes. Ils ont aussi importé toute la difficulté qu'il y a à avoir une sorte de pensée absolue sur la supériorité radicale d'un régime sur l'autre. Et donc, vous voyez, ces expériences-là, elles sont sacrées, ce qui veut dire que ce n'est pas l'expérience de réalité transcendante, ce n'est pas l'expérience du sacré, comme si le sacré qualifiait l'objet dont il est fait l'expérience. Vous voyez, dans la métaphysique classique, on peut très bien dire que l'expérience métaphysique, c'est l'expérience qui prend pour objet une réalité métaphysique. Okay. C'est plus le cas, parce qu'on ne fait plus l'expérience, ou en tout cas ces philosophes ne considèrent pas qu'on puisse faire l'expérience de réalité suprasensible. Mais elles sont sacrées en elles-mêmes. Elles ne sont pas sacrées parce qu'elles sont l'expérience d'objets qui seraient sacrés ou suprasensibles, mais elles sont elles-mêmes sacrées, elles sont elles-mêmes sacralisées, elles sont donc quasi divinisées dans nos vies, précisément parce qu'elles sont pensées comme étant radicalement différentes et radicalement supérieures. Donc, pour moi, ces philosophes sont encore pieux. Il faut reprendre le terme de Nietzsche. Vous voyez, Nietzsche disait nous sommes encore pieux, il faut aller jusqu'au bout de la désacralisation, de la dédivinisation. Eh bien, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout de la dédivinisation, y compris de nos expériences. Or, il y a une divinisation lorsqu'on fait de certaines de nos expériences, les expériences exceptionnelles, des expériences supérieures. Voilà pour un des arguments critiques, vous voyez, qui repose sur l'idée d'une sorte d'origine métaphysique de cette philosophie. Est-ce que j'ai encore un petit peu de temps ou est-ce que... Oui. Alors, mon livre a des passages relativement techniques. Certains sont difficiles, je le sais parce que certaines lectrices et certains lecteurs m'ont fait part de leur expérience de lecture. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que j'envisage en fait des parcours dans mon livre pour pouvoir le rendre plus utile, le rendre plus accessible et lisible.
avec plusieurs niveaux de lecture, plusieurs niveaux de difficulté de lecture. Et donc, je vous propose ce cheminement en fait dans mon livre pour celles et ceux qui veulent un peu comprendre un petit peu plus en détail ce que je fais sans lire la totalité du livre dans toute sa technicité. Et donc, voilà, il y a un chemin de randonnée avec des choix et des niveaux de difficulté. Et comme en plus, effectivement, c'est la montagne qui fait la couverture de mon livre, ça me semblait adéquat de vous proposer ces chemins de randonnée. Donc, l'introduction du livre, qui s'appelle Expérience ordinaire, expérience exceptionnelle, est lisible. Elle énonce comme ça ce que je viens de faire, en fait, dans ces grandes lignes, le programme. Et donc, je vous conseille évidemment de commencer par elle. Et ensuite, hop, vous pouvez passer à la partie 1, qui s'appelle Retour vers le concret, et qui est sur la philosophie des expériences pures, où on revient vers une expérience immédiate. Vous pouvez sauter le premier chapitre, à la recherche de l'empirisme supérieur, qui est un chapitre qui est un chapitre de méthode, où j'essaie de dégager justement mon corpus. Il y a les auteurs que je trouve les plus représentatifs de cette philosophie et sur lesquels je vais m'appuyer pour construire et élaborer cette branche-là de la philosophie des expériences radicales. Je vous donne quand même leur portrait. C'est donc Bergson, Jean Wahl au milieu et Gilles Deleuze, que je considère donc comme des philosophes de l'expérience pure et comme une lignée qui traverse toute la philosophie française depuis le XXe jusqu'à le début du XXe jusqu'à la fin du XXe. Donc c'est ça que je fais dans le premier chapitre. Donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt direct. Je prends quelques précautions méthodologiques pour dire voilà comment je vais étudier les choses. Et donc vous pouvez tout de suite passer, si vous voulez, au chapitre suivant qui s'appelle Purifier l'expérience, où je définis ce que c'est qu'une expérience pure. À la manière dont je vous l'ai présenté ici avec quelques exemples, en montrant quel est le régime de fonctionnement de ce qu'ils appellent une expérience pure. Quels sont les principes de l'expérience pure. Et puis vous pouvez lire le chapitre suivant, 3, qui s'appelle Bergson sportif, Bergson artiste, qui est un cas d'application où sur Bergson, je montre comment il est un philosophe de l'expérience pure et comment la lecture que j'en ai à partir de la distinction expérience radicale, expérience ordinaire marche dans la lecture de Bergson, comment ça vérifie, si vous voulez, mes thèses générales. Pourquoi sportif, pourquoi artiste précisément? Parce que c'est les deux régimes d'expérience. Bergson dit que l'homme, au sens de être humain, est un animal sportif parce qu'il est fait pour agir et coordonner ses actions. C'est de tous les animaux le plus sportif, en fait. La variété des sports, la variété des gestes sportifs, y compris les instruments qu'on utilise dans le sport, tout ça montre l'action humaine ou l'expérience humaine. Et au contraire, effectivement, l'art est en régime d'exception par rapport à cette expérience pratique ordinaire qui est illustrée par le sport, comme on l'a vu avec la question de la perception. Et donc, un artiste n'agit pas. La création n'est pas tout à fait une action. Et donc, il y a quand même deux pôles, et nos vies oscilleraient entre deux pôles, entre le sport et l'art. Enfin, et quand on fait du sport, on ne fait pas de l'art. Et quand on fait de l'art, on ne fait pas du sport. Et si je vois des gens interloqués, c'est-à-dire que déjà, vous dites, il n'y a pas une telle dichotomie entre les deux types d'expériences, ce qui est évidemment une objection qu'il faudra développer. Alors, vous pouvez ensuite sauter le chapitre suivant, Deleuze voie double, parce que c'est un autre cas d'application, cette fois-ci à la philosophie de Deleuze, qui est un philosophe un peu plus difficile, à mon avis, que Bergson. Et donc, un seul cas d'application vous suffit pour comprendre comment ça fonctionne. Et du coup, vous pouvez repartir à la partie 2 qui s'appelle l'attirance des confins, et où je parle cette fois-ci des expériences limites. Vous sautez le premier chapitre, qui s'appelle la passion des expériences limites. Pareil, je fais mon corpus, donc c'est un intérêt limité. Je vous signale quand même les 3 auteurs que je travaille et que je sélectionne comme étant particulièrement représentatifs de cette philosophie des expériences limites, à savoir Georges Bataille, dont j'ai parlé, Maurice Blanchot, qui est un écrivain, critique littéraire, théoricien de la littérature, philosophe, et Michel Foucault, que j'étudie surtout, non pas tout, mais surtout dans son rapport avec Bataille, avec Blanchot, et notamment dans son rapport à la littérature.
Et donc, vous pouvez lire le deuxième chapitre, les formes extrêmes de la vie, qui est parallèle au chapitre 2 sur purifier l'expérience, où j'analyse ce que c'est qu'une expérience limite, où je montre quel est le rapport de l'expérience limite à la mort, par exemple, et où je donne quelques exemples. Quel est le rapport aussi de l'expérience mystique à l'expérience limite, parce que je crois que l'expérience mystique a été un modèle pour ces penseurs pour penser l'expérience limite. Chapitre suivant sur bataille jusqu'au bout, qui est un cas d'illustration de la philosophie des expériences limites, au même titre que Bergson était un cas d'illustration de la philosophie des expériences pures. Vous pouvez le lire, ça fait un exemple. Vous pouvez sauter le chapitre suivant sur Blanchot et Foucault à la poursuite de l'absolu littéraire. Oui, on fait déjà beaucoup de trajets dans le livre, parce que oui, il faut retourner vers le concret, on est attiré par les confins, il faut être à la poursuite d'un absolu. Et sauf si, évidemment, vous êtes intéressé par la littérature, parce que la littérature est un cas tout à fait intéressant. Il a été particulièrement investi, pas juste par Blanchot et Foucault, mais en fait par tous ces auteurs, comme étant un cas d'expérience radicale. La littérature comme expérience radicale. Déjà comme expérience, pas juste comme œuvre, mais comme expérience, et comme expérience radicale. Et puis, la partie 3, la croisée des chemins, c'est là que je signale qu'en fait, il y a une autre manière possible, une manière alternative de concevoir les expériences exceptionnelles par rapport aux expériences ordinaires. C'est-à-dire que la bifurcation entre expérience pure et expérience limite, en fait, c'est une fausse bifurcation. Ils sont tous d'accord, en fait. Même si ils sont très opposés dans les histoires de la philosophie ordinaire, on ne met jamais Bergson et Foucault dans la même case, on pense que c'est des auteurs complètement opposés. En réalité, de mon point de vue, ils ont beaucoup plus de choses en commun qu'on le croit, précisément parce que c'est deux philosophies de l'expérience radicale. Mais vous pouvez sauter les deux premiers chapitres. Alors, je me suis trouvé, la première, c'est l'unité du programme, où j'essaie justement de montrer que malgré la divergence des deux voies de l'expérience pure et de l'expérience limite, on a un même programme philosophique à l'œuvre. Empirisme, métaphysique et philosophie française, pareil, c'est un chapitre un peu sur l'histoire de la philosophie française. C'est comment ce programme et cette idée de philosophie de l'expérience radicale nous permet d'avoir une autre vue, une autre perspective sur l'histoire de la philosophie française. Quand effectivement on rapproche des auteurs qu'on n'a pas l'habitude de rapprocher, quand effectivement on saute allègrement au-dessus de périodes qui paraissent constitutives de l'histoire de la philosophie française, les années 30, le structuralisme, l'existentialisme, vous voyez, et bien effectivement ça nous donne une autre conception, un autre éclairage. Mais c'est pas essentiel à cette philosophie elle-même. En revanche, le troisième chapitre qui sert de conclusion, qui s'appelle « Déradicaliser l'expérience », lui est le premier chapitre de critique et qui commence à annoncer cette conception alternative que j'espère écrire un jour. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques, des lectures à partager? Bonjour, j'avais une question seulement quand au départ vous parlez de Roméo et Juliette. Est-ce que vous nous êtes fondé pour la théorie que vous nous expliquez sur l'amour et l'Occident de Denis de Rougemont, car l'analyse que vous faites, elle est très proche de celle qu'il fait de Tristan et Iseult et de toute l'explication après qu'il donne sur la construction culturelle du couple? Oui, tout à fait. Je pensais effectivement à Denis de Rougemont, l'amour et l'Occident. Il faut dire que Denis de Rougemont, il était quelqu'un qui a été à un moment donné dans le même milieu que Georges Bataille. Ils avaient monté quelque chose qui s'appelle le collège de sociologie, où ils cherchaient justement cette présence du sacré. Et par conséquent, effectivement, il a analysé l'amour-passion comme cette espèce d'amour qui s'alimente des obstacles qu'on lui oppose, et qui, avec le fameux exemple de l'épée que Tristan met entre lui et Iseux, quand ils se retrouvent, il met une épée entre les deux pour faire justement consumer l'union, pour en faire un obstacle supplémentaire. Et Denis de Rougemont dit cet obstacle sert d'intensification en fait au sentiment amoureux, à la passion amoureuse.
Donc plus on met d'obstacles, plus l'amour se nourrit de ces obstacles, se renforce, s'exalte et par conséquent s'intensifie. Donc c'est effectivement une analyse de l'amour-passion en termes d'intensification qui rentre dans ce schéma général. Alors dans mon souvenir, Denis de Rougemont a fait des critiques de cet amour-passion, mais il le fait d'un point de vue chrétien. C'est-à-dire qu'il va opposer à l'amour-passion l'amour chrétien, un amour pur, et par conséquent, ce n'est pas du tout le point de vue critique, le même point de vue critique que moi, parce que je considère que dans l'amour chrétien, il y a aussi des manières de penser cet amour comme un amour pur, comme une expérience pure, en fait. Vous voyez, une sorte de communion où il n'y a plus d'immédiateté, enfin, où il n'y a plus de médiation et il y a une sorte d'union immédiate entre eux, ou de contact immédiat entre les deux âmes. Vous voyez. Donc, par conséquent, je pense que sa version alternative n'est pas assez forte, en fait. Vous voyez. Qu'il est encore lui-même prisonnier d'une conception de l'amour qui relève de la philosophie des expériences radicales. Mais en tout cas, pour tout ce qui est sa partie effectivement analytique sur l'amour-passion, effectivement, on voit qu'il était dans les mêmes cercles que Georges Bataille. Ouais. Merci pour la présentation. C'est juste plus globalement, si je comprends bien, c'est que vous pensez donc déradicaliser l'expérience, donc il n'y ait plus d'expérience supérieure par rapport à une autre. Est-ce que vous pensez à une autre typologie de voir les expériences qu'on a aujourd'hui, ou c'est vraiment plus du tout de typologie, plus de dualité, plus rien? Merci pour votre question. Non, je veux conserver les distinctions. Je veux conserver des manières d'évaluer nos expériences en disant que certaines sont meilleures que d'autres. Ce que je veux rejeter, c'est l'absolutisation de ces distinctions, en disant qu'il y en a qui sont systématiquement supérieures, et supérieures en raison de leur valeur intrinsèque, de leur nature même. Voyez. Donc, je ne veux pas dire que toutes les expériences se valent, vous voyez, tomber dans une sorte de relativisme. Je cherche d'abord, effectivement, à nous déprendre d'une manière absolutiste de penser nos expériences en termes de tout ou rien, de supériorité absolue et d'infériorité absolue. Parce que, vous voyez, lorsque ces philosophes disent certaines expériences sont supérieures à d'autres, le terme de supérieur n'a pas un sens relatif pour eux. Précisément parce qu'en fait, l'expérience radicale est absolument supérieure, parce qu'on bascule dans un tout autre régime. Donc en fait, on ne peut même pas les comparer. Donc, supérieur et inférieur dénotent ici des différences de nature et non pas une différence où on pourrait effectivement avoir une certaine forme de comparabilité entre les deux expériences qui nous permettrait de dire celle-là est mieux que l'autre, etc. Voyez. Alors, pour vous le dire, pour l'annoncer comme ça de manière très rapide, je pense qu'effectivement, sur le point de vue des conséquences pratiques que ces expériences ont, qu'elles soient ordinaires ou exceptionnelles, on peut retrouver une manière de les évaluer. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez caractérisé les expériences radicales à la fois comme étant des expériences avec une différence de qualité, pas seulement de degré, et comme ayant une valeur normative. Est-ce que, par conséquent, on ne peut pas considérer qu'une expérience ordinaire devient radicale du fait qu'on la juge comme ayant une qualité tout à fait différente, sans pour autant qu'elle soit une expérience exceptionnelle? Vous parliez par exemple de Thoreau. Il me semble que Thoreau, pour vivre son expérience radicale, ne s'est pas installé vraiment au cœur de la nature. Il était juste à côté de la ville où il vivait. C'était pas into the wild. Donc dans ce sens-là, il en a fait une expérience radicale, mais à la base, c'était pas forcément une expérience plus exceptionnelle que ça, surtout quand on la resitue dans le contexte de l'époque, où il y avait de nombreux colons, pour le dire vite, qui s'installaient dans des milieux naturels. Oui, tout à fait. Puis il revenait manger chez maman, je crois aussi, les week-ends. Donc, il était juste à quelques kilomètres, en fait, de Concorde. Mais oui, vous avez raison. Il n'y a aucune expérience qui est radicale en elle-même, en fait. Si vous
penser effectivement que c'est une manière de concevoir et de penser nos expériences, alors effectivement, certains philosophes vont être des philosophes de l'expérience ordinaire, que pas de l'expérience sublime, pas de l'expérience extrême, de l'expérience quotidienne, mais en fait, ils ne vont pas avoir un rapport ordinaire aux expériences ordinaires. Ils ne vont pas avoir une conceptualisation ordinaire de leur expérience ordinaire. Et par conséquent, même dans leur description de ces expériences ordinaires, elles vont prendre une toute autre nature que les expériences ordinaires quand ils les vivent ordinairement. Vous voyez, si vous prenez l'expérience de Sartre dans La nausée, enfin pas de Sartre, mais du personnage de Sartre, il voit la racine de marronnier, bah il va même pas dans les bois, il est dans le parc, il voit la racine de marronnier, quoi de plus ordinaire que de voir une racine de marronnier dans un parc, mais la manière dont cette expérience se déploie rompt avec votre rapport ordinaire aux racines de marronnier. Voyez, et donc par conséquent, on retrouve là le dualisme et la valorisation, même si le référent est une expérience ordinaire et non pas une expérience qui est spectaculaire. Oui. Donc en fait, il faut effectivement pas se laisser fasciner ou hypnotiser par les expériences extrêmes, les expériences spectaculaires, en pensant que c'est les modèles des expériences radicales, parce que c'est toujours penser qu'une expérience radicale en fonction des traits factuels qu'elle aurait. J'ai parlé tout à l'heure de la littérature. La plupart de ces philosophes considèrent qu'écrire un poème, c'est une expérience radicale. C'est pas spectaculaire au sens de faire un son en chute libre ou voyez, faire une fête limite. C'est pas du tout, voyez. Mais pour autant, pour eux, effectivement, c'est une expérience qui rompt radicalement avec la pratique ordinaire du langage. Si je dis juste un mot, peut-être, du coup, là-dessus, parce que c'est quelque chose que j'ai pas du tout abordé dans la présentation, mais qui me semble assez parlant pour le comprendre. Tous ces philosophes considèrent que la littérature a un double statut. Le premier, c'est que c'est le seul moyen d'expression des expériences radicales. C'est-à-dire que comme on bascule intégralement d'un régime à l'autre, on ne peut pas parler, selon eux, de nos expériences radicales avec le langage ordinaire. Il faut donc un régime linguistique ou d'expression spécifique pour qu'il soit à la hauteur et qu'il ne trahisse pas la radicalité de ces expériences. Donc il faut inventer un nouveau langage, un langage spécifique, un langage propre, et la littérature est pour eux déjà, vous voyez, le moyen d'expression adéquat de nos expériences radicales, alors que le langage ordinaire, il est fait pour la communication des expériences ordinaires. Le langage ordinaire, il est fait pour un but pratique, communiquer. Et il faut rompre avec ce but pratique de la communication pour atteindre un autre régime linguistique qui n'a pas pour objectif un but pratique de communiquer, mais de valoriser ou exprimer ou articuler une expérience radicale. Et deuxième aspect de la littérature, non seulement elle exprime les autres expériences radicales, que ce soit l'expérience mystique, la fête, l'érotisme, ce que vous voulez, mais en même temps, elle doit être elle-même une expérience radicale. Et ils la conçoivent comme l'expérience radicale du langage. Et c'est dans la littérature, du coup, qu'on fait véritablement l'expérience du langage pour lui-même, et non pas simplement comme un moyen de communication. Et donc l'essence du langage est donnée dans la littérature sous la forme d'une autre expérience, d'une autre pratique qui rompt à la faveur de son expression d'expérience radicale autre, avec le régime communicationnel de nos expériences ordinaires. Voyez. Et donc, vous voyez, là, on pourrait très bien dire que c'est pas spectaculaire. Vous voyez, la poésie, même si ces philosophes vont aller chercher vers des poètes radicaux comme Mallarmé, par exemple, hein, comme philosophe, comme poète de l'expérience dure, pardon, comme poète de l'expérience pure, et Rimbaud comme, par exemple, vous voyez, le poète de l'expérience limite, du débordement et de la saison en enfer. Mais ce n'est pas la spectacularité de l'expérience, son extrémité, qui en fait une expérience radicale. Je crois qu'il y avait une question. Ouais. Moi, je proposais un petit peu de peut-être faire une digression du côté d'un autre champ que la littérature ou la philosophie, par exemple. Enfin, je ne suis pas une spécialiste de la philo ou de la littérature. Ça me donne envie d'essayer de réfléchir du côté de la pensée psychanalytique, par exemple, en psychologie.
par exemple, cliniques. Moi, je m'interroge en vous écoutant sur finalement cette recherche assoiffée, littéralement assoiffée, et finalement qui est presque assoiffante en même temps. Des expériences exceptionnelles ou radicales, comme si aujourd'hui on ne pouvait plus s'en passer pour essayer de démontrer à quel point on sait vivre, en fait. Hein. Et du coup, je me demande si on poursuit un peu notre raisonnement, si on va un petit peu au-delà ou sur le côté, si ça pourrait pas conduire un peu au développement des états limites finalement, cette tendance un petit peu au borderline, un petit peu comme si voilà, il fallait absolument cette spectacularité, ce surdimensionnement finalement, et qui oblige un petit peu à reconnaître que beaucoup d'individus actuellement ont cette tendance un petit peu à rechercher à en faire un modèle, comme vous le disiez. Oui, merci. Je m'interroge là-dessus. Oui, merci beaucoup. Alors, comme je vous l'ai dit, effectivement, je n'essaie pas de trouver des facteurs psychologiques ou sociologiques d'explication de notre fascination. J'essaie effectivement de rester dans le domaine de la conceptualisation. Mais effectivement, vous avez raison. Un des effets pratiques de cette philosophie-là, de cette manière-là, c'est de dévaloriser nos expériences ordinaires. Parce qu'effectivement, à l'aune de ces expériences radicales, inouïes, rares, eh bien, effectivement, on a l'impression que nos expériences ordinaires ne valent rien. Et comme c'est la majeure partie de nos vies, en réalité, ça dévalorise une grande partie de ce qu'on vit, y compris nos amours ordinaires, comme je le disais tout à l'heure. Donc, il y a effectivement quelque chose de salutaire, sans doute, à critiquer cette manière systématique de valoriser les expériences exceptionnelles, parce que voilà, ça signifie que notre salut ne peut pas venir de nos expériences ordinaires, que nos expériences ordinaires n'auraient pas les ressources ou les potentialités pour dépasser leurs limitations, leur fragilité, voyez, comme s'il fallait pour remédier à ces défauts ou à ces limites de nos expériences ordinaires, sauter dans un tout autre régime, que le salut n'était pas à essayer d'améliorer nos expériences ordinaires, d'essayer de les corriger, voyez, de partir d'elles et de voir quelles sont les ressources, comment on peut s'appuyer pour les améliorer, mais au contraire de les abandonner à leur sort et de sauter dans un tout autre régime. On parlait tout à l'heure de la métaphysique classique. Eh bien, vous vous souvenez, il y a beaucoup d'étudiantes et d'étudiants de philosophie ici que pour Platon, le salut, c'était la sortie de la caverne. Et donc, c'était là, rejoindre la réalité suprasensible. Mais il y a quelque chose de cet ordre au niveau du plan d'immanence des expériences. Il faut sortir de la caverne de nos expériences ordinaires. Donc, il y a quand même une sorte de tentation escapiste. Il faut fuir de notre vie ordinaire pour trouver le salut dans ces expériences exceptionnelles. Et par conséquent, ça dévalorise la caverne. De même que Platon avait dévalorisé le monde de l'expérience, nécessairement, ça dévalorise nos expériences ordinaires. Et c'est un effet, je crois, très concret et pratique dans nos vies. Allez-y. Bonsoir. Bonjour, merci déjà. En fait, depuis, j'ai un peu du mal à comprendre le but dans tout ça, parce que je comprends la séparation entre ordinaire et radical, mais c'est quoi le but après on les distingue, on comprend qu'elles sont mieux, qu'elles sont désirables, qu'elles nous rapprochent de la réalité, mais c'est quoi l'intérêt finalement d'aller les chercher? Parce que je sais pas, mais ça me parle pas du tout. J'ai juste l'impression que c'est un peu juste pour faire une espèce de dichotomie, dire ça c'est cool. Puis, moi quand je vois ça, je me dis bon. Eh ben, écoutez, dans ce cas-là, vous n'avez même pas besoin de lire le livre parce que vous n'êtes pas malade de cette manière de penser. Donc vous n'avez pas besoin d'une thérapie philosophique pour essayer de vous arracher à cette manière de concevoir nos expériences. Donc, pas besoin de médicaments qu'on a quand on n'est pas malade. Si effectivement ça vous semble complètement étranger, c'est que spontanément, vous ne devez pas dichotomiser ainsi vos expériences et vous pensez qu'effectivement il y a un circuit entre vos expériences ordinaires et vos expériences exceptionnelles, qu'il n'y a pas d'expérience exceptionnelle comme ça qui sortirait de nulle part, mais qu'elles sont effectivement, elles émergent dans des contextes d'expériences ordinaires, qu'elles ne sont pas exceptionnelles sous tous leurs aspects,
et que même au moment où on vit des expériences exceptionnelles, il y a plein d'aspects des expériences qui sont également ordinaires. Et réciproquement, quand on vit nos expériences ordinaires, c'est aussi des expériences ordinaires qui ont été influencées, déterminées par des moments que nous avons eus, où nous avons fait des progrès, par exemple, ou des rencontres qui ont un peu déterminé ou qui nous ont transformés. Et par conséquent, il y a un circuit entre les deux et non pas deux régimes opposés. Donc si spontanément vous pensez que ça ne tient pas, c'est très bien. Maintenant, si vous voulez faire de la philosophie, il faut argumenter. Et il faut analyser les concepts en jeu et donner des raisons pour lesquelles vous pensez qu'une certaine manière de construire les expériences est meilleure que l'autre. Voilà. Ce sera la dernière question. Oui, merci, bonsoir. À vous écouter, depuis le début, j'ai une petite question qui se pose. Vous parlez d'expérience, mais en philosophie, quand on parle d'expérience, on distingue à la fois le vécu et l'objet du vécu. Donc, quand on parle d'expérience ordinaire, ce que je me demande, c'est est-ce qu'on parle du vécu ordinaire de la chose qui, quel que soit, je dirais, son statut, peut être vécu de manière ordinaire ou extraordinaire, ou est-ce qu'on parle de la chose, de l'objet lui-même, qui aurait une caractéristique qui nous pousserait à vivre des expériences ordinaires ou extraordinaires. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, cette dichotomie elle me paraît centrale, parce que si on regarde bien, il n'y a pas d'expérience ordinaire en soi, en effet. Un objet ordinaire comme, par exemple, se lever, peut être tout à fait extraordinaire pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, ou en tout cas sort d'un handicap profond. Une montagne magnifique, peut-être une expérience extraordinaire, ou au contraire, une expérience tout à fait ordinaire pour l'alpiniste. Et ces questions, en fait, me ramènent à quelque chose qui s'appelle la métanoïa, c'est-à-dire la conversion, en fait, du regard, qui permet de passer, par exemple, d'une situation tout à fait, enfin, d'un objet tout à fait ordinaire. Par exemple, chez Ionesco, il y a un très beau texte comme ça où il s'esbodie, il s'enthousiasme pour un quotidien des arbres dans sa rue, etc., qui deviennent, grâce à cette métanoïa, cette romantisation, comme disait Novalis, qui deviennent extraordinaires. Donc la question, c'est, depuis le début, je n'arrive pas à savoir si, quand vous parlez d'expérience ordinaire, si vous parlez de vécu ordinaire de quel que soit l'objet, ou d'objets ordinaires ou extraordinaires en eux-mêmes. Merci. Bonsoir, merci beaucoup pour votre question. Je vous rejoins entièrement. Effectivement, la distinction entre l'ordinaire et l'exceptionnel, elle peut jouer soit en fonction de l'objet dont on fait l'expérience, soit du sujet qui fait l'expérience. Effectivement, soit la manière dont on expérience quelque chose en fait une expérience exceptionnelle, soit l'objet lui-même appelle à un vécu ou une manière d'en faire l'expérience qui est exceptionnelle ou ordinaire. Mais donc pour moi, c'est effectivement des manières de décrire la distinction entre expérience ordinaire et exceptionnelle qui n'engagent pas encore la philosophie des expériences radicales. Lorsqu'on arrive à la philosophie des expériences radicales, on se rend compte que l'expérience est radicale dans tous ses aspects, dans toutes ses dimensions. Et donc, elle bascule du côté de l'objet comme du côté du sujet. Et c'est très clair, y compris dans les exemples de la perception que j'ai pu prendre, à savoir que la perception esthétique, par exemple, est une certaine manière de percevoir la pelouse, une certaine manière d'en faire l'expérience. Donc, on a un autre régime de perception du côté du sujet. Et en même temps, et Bergson est très clair là-dessus, l'objet de l'expérience n'est plus le même non plus. C'est-à-dire que ce dont il fait l'expérience, c'est cette fois-ci la réalité telle qu'elle est en elle-même. Et non pas, effectivement, la réalité telle qu'elle est reconstruite par nos concepts ou notre langage. Donc, vous voyez, il y a un basculement qui emporte l'ensemble des dimensions et il ne peut pas y avoir un objet ordinaire qui, du point de vue de la philosophie des expériences radicales, un objet ordinaire qui serait expériencé de manière extraordinaire, qui resterait indépendant et inchangé. Vous voyez, il serait lui-même décrit et il répondrait à un principe d'explication d'évaluation qui serait hétérogène par rapport à ce qu'il était auparavant.
Merci, monsieur, pour votre présentation. Moi, à l'encontre de la camarade qui a posé la question, j'ai l'impression d'être malade, pour le coup, parce que j'ai l'impression d'avoir cette sensation qu'effectivement, il y a certaines questions qui appartiennent à notre ordre de réalité, pas forcément ontologique, mais qui ont pour le coup cette possibilité, en tant qu'expérience radicale ou extraordinaire, de cristalliser l'existence, quoi, ou le vécu existentiel. Et je pense typiquement à des expériences proches de la violence ou de la mort ou du risque, et dans lesquelles, effectivement, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent à l'encontre des expériences ordinaires où on n'a pas l'impression qu'il y a des grandes choses qui se jouent. Le moment où nous sommes confrontés à la mort, ou en tout cas hantés par un événement qui peut être potentiellement violent ou nous mettre en péril, il y a quelque chose qui se passe de l'ordre de la réalisation de la densité de l'événement que nous sommes en train de vivre. Et j'ai l'impression que c'est des événements ontologiquement distincts d'autres moments où effectivement on n'a pas la lucidité du fait qu'on est vivant et qu'on peut perdre ça. Vous êtes très très malade. Il va falloir lire tout le livre, là, vous ne pouvez pas sauter un seul chapitre. Hein. Vous voulez le vendre? Non, là, je veux une double dose, là. Je vous réponds juste sur un petit point. C'est que il ne s'agit pas de nier qu'il y ait des expériences transformatrices. Il y a des expériences transformatrices. Et certaines expériences exceptionnelles sont transformatrices. Certaines ne sont pas transformatrices. Vous pouvez faire une expérience exceptionnelle qui sort de l'ornière, mais en fait, elle n'a aucun impact, finalement, elle ne transforme pas la manière dont vous vivez après. Mais ça n'en fait pas des expériences métaphysiques au sens où, vous le disiez, c'est des expériences qui sont transformatrices, qui peuvent être transformatrices en bien, transformatrices en mal d'ailleurs. Hein. Mais mon idée, c'est qu'une expérience n'a pas son sens et sa valeur en elle-même. Alors lorsque on parle d'expériences radicales, on est en train d'isoler certaines expériences qui, compte tenu de leur nature, auraient leur sens et leur valeur en elles-mêmes. Qu'elles seraient meilleures parce qu'elles seraient immédiates ou parce qu'elles seraient plus intenses. Et qu'il n'y aurait pas d'autres critères d'évaluation de ces expériences. Et moi, je crois que c'est au contraire un principe beaucoup plus simple de considérer qu'on peut toujours, qu'il n'y a pas un sens qui soit intrinsèque à nos expériences, et qu'on peut toujours d'ailleurs redécrire nos expériences passées. Les remettre dans de nouveaux contextes où elles prennent un autre sens et une autre valeur. Et donc, il n'y a pas une expérience qui soit privilégiée en fonction de sa nature, que ce soit la mort ou autre chose, et où effectivement elle serait tellement radicale que son sens serait en elle-même. Il suffirait de la vivre pour recevoir une sorte de révélation ontologique ou métaphysique ou même épistémique et morale. Le fait qu'on puisse toujours redécrire, réinterpréter, réévaluer nos expériences passées à la faveur d'autres expériences, en les mettant en relation avec d'autres expériences, montre que nos expériences n'ont pas leur sens et leur valeur en elles-mêmes. Voilà. Eh bien, elle est sans cesse redéfinie, renégociée, et je pense en fonction des conséquences pratiques qu'elles ont sur les autres expériences. Et donc, c'est toujours dans le contexte d'autres expériences qu'une expérience a un sens et une valeur. Et pas en soi de manière absolue, comme si on les isolait, une expérience arrachée au régime des autres expériences. Mais ça, ce sera le deuxième livre. Merci d'être venu. Un grand merci à vous pour votre participation active avec vos questions très intéressantes. Un grand merci à M. Madelrieux. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Et pour le troisième volume, on vous reçoit avec plaisir. Merci. Vous avez des programmes de la Fête de la Science si vous voulez vous servir en partant avec toutes les animations sur Lyon. Merci.